Bonjour. Avec les participants au club de lecture, nous avons lu au cours du dernier trimestre deux nouvelles de Jean-Marie Gustave de Clésio. Cela m'a donné l'idée de prolonger la rencontre avec cet écrivain. Le Clésio est franco-mauricien et né en 1940 à Nice. Sa famille était des Bretons qui avaient émigré à l'île Maurice au cours du XVIIIe siècle. Il commence sa carrière littéraire très tôt, puisque en 1963 paraît son premier roman Le Procès-verbal, qui immédiatement remporte le prix Renaudot. Ses sujets d'inspiration sont son histoire familiale, l'île Maurice, aussi l'absence de son père. Mais comme ses personnages, voyageurs et cosmopolites, il a enseigné et vécu dans de nombreux pays dont la culture a imprégné ses œuvres et sa vie. Hormis ses thèmes de prédilection sont les voyages, l'ailleurs, mais aussi la grande ville moderne. C'est aussi un écrivain, on peut dire, de la contestation, puisque il proteste contre la brutalité du monde moderne, et il a prêté souvent sa plume à la défense de l'environnement, ou bien des peuples oubliés et délaissés. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 2008. On pourrait dire, comme l'écrivait Camus, que son rôle en tant qu'écrivain est aussi de réparer le monde. Mon dos et autres histoires est un recueil de 8 nouvelles paru en 1978 et qui, depuis lors, connaît un succès très populaire auprès de ses lecteurs. Ce sont 8 portraits d'adolescents ou d'adolescentes que l'on rencontre chacun et chacune à un moment clé de sa vie, quand ils décident de fuir le monde dans lequel ils vivent pour partir à l'aventure. Ce sont, on pourrait dire, des contes qui sont racontés d'une manière un peu onirique et dans lesquels les adultes n'ont que peu de place. Ce sont des figurants ou des personnages de second plan qui n'ont pas beaucoup d'importance. Je vais vous présenter, si vous voulez, rapidement chacun de ces 8 adolescents. Commençons par Mondo. Mondo est un jeune garçon d'une dizaine d'années qui vit dans une ville au bord de la Méditerranée. Il est arrivé un beau jour, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas ses parents ni sa famille. Il ne va pas à l'école, il ne sait pas lire, et parfois il arrête les passants pour leur poser une drôle de question. Est-ce que vous voulez m'adopter ? Lulabi, elle, est une petite fille, toujours aussi vivant au bord de la Méditerranée, et un matin, elle décide de ne pas aller à l'école. Elle écrit une longue lettre à son père, qui vit très loin parce qu'il travaille en Iran, et qui lui manque beaucoup. Puis elle ramasse toutes ses affaires, elle les met dans son sac, et elle part marcher au bord de la mer. Elle suit le chemin des contrebandiers, et elle sent le soleil qui la pénètre et elle écoute le bruit doux des vagues. On change de décor avec Yon. Yon qui, le 21 juin, décide de quitter le village islandais où il habite pour aller gravir la montagne Reidar Barmur qui domine le village. La lumière est douce et belle en ce matin d'été. Il est accompagné par les insectes, les moucherons, les abeilles, les oiseaux. Il arrive jusqu'à un ruisseau où il ramasse un beau caillou en forme de cœur et il va continuer son ascension jusque tout près des nuages. La nouvelle suivante s'appelle la roue d'eau. Le soleil n'est pas encore levé sur les chaudes terres de Mauritanie quand Juba quitte la maison sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa famille. Il va marcher le long du ruisseau où il voit peu à peu toute la nature qui s'éveille. Et il traverse ainsi les champs déserts et passe le sommet d'une colline. Il a rendez-vous avec la mystérieuse ville de Yol. On connaît bien Daniel, celui qui n'avait jamais vu la mer, puisque c'est un héros qui aurait bien aimé s'appeler Sinbad, comme dans les contes de l'Orient.
En effet, la passion de Daniel, c'est la mer. Mais la mer dans l'absolu, hein. Et tout le monde au lycée sait que un jour, il quittera, il partira pour retrouver la mer. Aussi, personne n'est surpris quand un matin, on découvre dans le dortoir que son lit est vide. Asaram est le titre de l'autre nouvelle que nous avons lue ensemble. Ça se passe dans une sorte de ville qui s'appelle la Digue des Français. Et ce ne sont pas des maisons qui constituent cette ville, mais plutôt des cabanes avec des toits de toile goudronnés. La ville est coincée entre les grandes routes et la piste de l'aéroport, non loin des marais et du fleuve. C'est là que vit Alia, une petite fille qui a perdu ses parents et qui vit avec sa tante dans une de ces cabanes. Leur maison est tout près de celle de Martin, qui sait si bien raconter de belles histoires aux enfants. Dans le peuple du ciel, nous partons au Mexique, où on rencontre une petite fille aveugle. Petite Croix aime aller s'asseoir tout au bout du village, là où la montagne se termine, hein, et elle s'assoit sur la falaise face au ciel immense, et elle laisse sentir sur son corps, sur son visage, la force du soleil. C'est son endroit préféré, et c'est là que la première fois, elle a posé, elle aussi, une drôle de question à un vieux bonhomme. Qu'est-ce que le bleu? La dernière nouvelle s'appelle Les Bergers, et nous y rencontrons Gaspard, qui marche lui aussi à travers les dunes, sous le soleil qui brûle son visage et qui lui fait peler le nez. Soudain, le paysage est barré par un long mur de pierres sèches, et il semble bien à Gaspard qu'il entend derrière ce mur de drôles de bruits. Et donc il cherche à savoir, et finalement il découvre qu'il y a là 4 enfants. Il ne parle pas une langue qu'il comprend. Gaspard essaye de se présenter malgré tout, et les enfants éclatent de rire. Voilà. Mondo, Lullaby, Daniel ont parfois été appelés par les critiques littéraires des enfants fées. Ce sont des enfants voyageurs, épris de liberté. Et ils ont quitté un jour le monde dans lequel ils étaient un peu prisonniers pour partir en errance, à l'aventure. Ils vont vivre en harmonie avec la nature, avec le soleil, le vent, la mer, les étoiles. Donc ce sont aussi des histoires sur la beauté du monde qui sont racontées sur un mode onirique. Nous sommes dans le conte, dans le temps du conte. Ces enfants aussi nous impressionnent par leur volonté tranquille, car en partant, ils doivent se confronter à leur solitude, mais ils vont aussi faire des rencontres déterminantes. Bien sûr, vous l'aurez compris, chacun d'entre eux est un novice qui va suivre les étapes d'une initiation. Ils se sont éloignés de ce monde qui les oppressait, et ils sont partis à l'errance. L'auteur les envoie dans cette quête initiatique à la recherche d'un paradis perdu, d'une vie nouvelle. Et une fois qu'ils sont partis dans cette quête, ils vont, loin de la vie courante, entrer dans un endroit sacré, un lieu de purification qui, sous la plume de l'Ecclésio, prend les formes de la montagne, de la mer ou du désert. La montagne symbolise l'éternité autant que la grandeur et la sublimation. Ce qui est important, c'est que la montagne touche le ciel. Et quand on touche le ciel, on est proche des dieux. Donc l'ascension de la montagne équivaut à une sorte d'accès au ciel. En plus d'être un décor naturel et cher à l'auteur, le Clésio appelle la mer la poésie. La poésie aussi est la mer, aussi est un lieu idéal de purification, préalable à la mort initiatique et à cette vie nouvelle. La mer est comme cela, elle efface ces choses de la terre, parce qu'elle est ce qu'il y a de plus important au monde. La montagne comme la mer ont un rapport essentiel à la lumière,
un symbole de bénédiction. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué lorsque je vous ai présenté tous ces personnages, ils sont chacun dans une sorte de lumière. Et on retrouve de nombreuses expressions de cela dans chacune des nouvelles. Par exemple, pour Mondo, la lumière du soleil de la fin d'après-midi avait une couleur très douce et calme, une couleur chaude, comme les feuilles d'automne ou comme le sable, qui vous baignait et vous enivrait. Pour Lulabi aussi, le soleil brûlait son visage. Les rayons de lumière sortaient d'elle par ses doigts, par ses yeux, sa bouche, ses cheveux. Ils rejoignaient les éclats des rochers et de la mer. La lumière continuait à entrer jusqu'au fond des organes, jusqu'à l'intérieur des os, et elle vivait à la même température que l'air, comme les lézards. Et vous vous souvenez aussi que Daniel est rendu ivre par la lumière. La lumière était partout à la fois, si proche qu'il sentait sur son visage le passage des rayons durcis, ou bien très loin, pareil à l'étincelle froide des planètes. C'est à cause d'elle que Daniel courait en zigzag à travers la plaine des rochers. La lumière l'avait rendu libre et fou, et il bondissait comme elle, sans voir. Donc c'est 8 récits d'enfants, 8 récits d'initiation, qui chacun sont aussi un hymne à la nature et un hymne à la marginalité. N'oublions pas, nous sommes dans le temps du conte. Pour terminer, je voudrais revenir sur cette notion de recherche du temps perdu. Car le héros du roman, c'est un peu le modèle fictif de l'écrivain aussi. Le but des héros qui partent à la recherche du temps perdu, du paradis perdu, ils partent à la recherche d'une vie nouvelle. Et c'est aussi le même but que poursuit l'écrivain Le Clésio par l'écriture. Il écrit ainsi en 1978 « Je veux écrire pour une vie nouvelle ». En fait, l'idéal de communication avec l'univers, d'unification et de fusion dans l'absolu, se fait par l'acte d'écrire pour l'écrivain. Eh bien, peut-être que vous aurez envie d'en savoir un peu plus sur chacune des aventures vécues par ces adolescents. Je le souhaite parce que c'est vraiment un très très beau livre. Je pense que vous aurez plaisir à les découvrir. Bonne semaine, au revoir.